Bonjour, on va du coup commencer. Donc, merci d'être venu pour cette présentation. Présentation sur l'utilisation de manière générale de la réponse dont on a apporté, la réponse digitale qu'on a apportée dans un projet pharmaceutique sur un investissement de 47 ou 48 millions d'euros pour l'augmentation sur le projet Allergan qu'on va vous présenter. Donc, je m'appelle Daniel Chalon, je travaille chez Pharmaplan. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ingénierie spécialisée uniquement dans la pharma. Et nous avons du coup, nous sommes basés en France, en Belgique, en Suisse et en Allemagne. Aujourd'hui, voilà, c'est 450 employés. On fait à peu près 1000 projets par an qui sont plus ou moins gros. Et moi, je suis spécialisé, donc vous le verrez après, dans tous les invests au-delà de 20 millions d'euros. Donc aujourd'hui, voilà, les derniers projets que j'ai faits, moi aujourd'hui, je suis donc engineering manager, donc ce qu'on appelle tout ce qui est coordination technique dans tous les projets aujourd'hui d'invest de plus de 20 millions d'euros. Je suis spécialisé dans tout ce qui est projet pharmaceutique depuis 2011. Et en France, donc j'ai la double casquette parce que j'ai ce management transverse qui sont dans les projets. Et à côté de ça, je suis aussi référent de la technologie BIM pour Pharmaplan France et pour la Belgique. Et, et également, on va dire, tout ce qui, d'un panel plus large, est digital design. Aujourd'hui, je vais juste faire un petit rappel parce que je ne sais pas. Donc là, on n'est pas nombreux. Si vous voulez, on peut aussi interagir en même temps pendant la conversation. Je fais juste un petit rappel. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde sait, quand on parle d'industrie 4.0, ce que c'est ou pas? Oui? Non? Enfin, en tout cas, j'avais prévu de le faire, donc je vais le faire. Donc juste pour information, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, c'est ce qu'on appelle l'industrie qui est connectée. Et elle, dans l'objectif, elle a comme objectif de réunir différentes technologies, dont la maquette numérique, ce qu'on va appeler BIM derrière, et de les réunir sur une plateforme numérique afin de créer le jumeau numérique. Voilà, c'est juste un petit peu, je vous donne un petit peu de vocabulaire, je vous explique un petit peu les grandes lignes. Le pourquoi, c'est pour capitaliser et partager toutes les informations et toutes les données d'un site au même endroit et de les utiliser par la suite indéfiniment dans un objectif futur d'utiliser l'intelligence artificielle. C'est juste pour vous donner un petit peu les grandes lignes dans qu'est-ce que l'industrie 4.0. Nous, on va un petit peu se focuser, on va faire un petit plongeon dedans et on va parler également de jumeaux numériques. Le jumeau numérique, qu'est-ce que c'est? Donc, il a différentes étapes. Et nous, aujourd'hui, en tant qu'ingénierie, donc qui font du conceptual design et qui prenons la casquette de maîtrise d'œuvre pendant les phases d'exécution, nous sommes à l'origine de la création de ce jumeau numérique. Donc, dans le cycle de vie du jumeau numérique, il va y avoir toute la partie conception, qui est donc la modélisation, les simulations. Il va y avoir, on va s'en servir également pendant la partie construction, c'est là où on va faire les synthèses, etc. Et après, il va y avoir la suite, c'est-à-dire c'est là où on donne le jumeau numérique, en général, au client, à l'entreprise. Donc, qui choisit ou pas de l'exploiter. Donc, ça, c'est en fonction de ça, on va définir dans les cahiers des charges différentes règles. Mais l'objectif derrière, il est de rentrer en exploitation du site, de l'usine, de l'extension, et donc de jumeaux numériques, puis pour derrière avoir de l'optimisation et le remettre pour les conceptions futures. Ça, donc voilà, ça c'était l'introduction en gros de qu'est-ce que l'industrie 4.0, qu'est-ce qu'un jumeau numérique, qu'est-ce que nous, on va y faire dans ce projet-là. Aujourd'hui, donc ça c'est donc ce que vous allez voir là et le projet là-dessus, c'est mes 3 dernières années de ma vie, je crois, à peu près. Donc du coup, je vais vous le présenter. Il y a une petite vidéo là-dessus et je vais vous qui explique l'idée du projet. Donc voilà, donc c'est Allergan, c'est le projet Pegasus 3, c'était situé à Pringy, à côté d'Annecy. Donc la construction a commencé en 2018. L'objectif était de monter 4 millions de boîtes, car la capacité de production. Et il y a eu du coup un investissement de 48 millions d'euros. Aujourd'hui, vous voyez le site de Pringy. Je vais peut-être faire des petites pauses juste pour expliquer. Le site tel qu'il était existant,
Nous, aujourd'hui, on avait vu les travaux sont de 2018 à 2021, début 2022. Et donc, du coup, forcément, avant de partir en travaux, il y a eu toutes les phases de conceptual design, de basic design, qui ont été faites en amont. Donc, c'est vrai, quand je dis les 3 dernières années de ma vie, c'est peut-être un peu plus, parce que moi, j'y suis depuis 2010. Non, mais si, c'est les 3 dernières années. 2017 pour toutes les études d'APD, APD Pro, APS, APD Pro. Et j'avais suivi la fin du conceptual design, qui est ce qu'en France, on appelle la phase d'esquisse. Donc aujourd'hui, ça nous en a donné un phasing. Le phasing de travaux était celui-ci. Donc déjà, voilà, en 2018, et voilà le site à 2021. Donc avec les différentes phases de déménager l'ancienne zone déchets pour nous permettre par la suite, ainsi que l'ancienne open space. Donc ça, c'était la première extension qui a été créée tout en haut, pour nous permettre derrière de créer. Donc ça, c'était toutes les phases de déménagement qu'on avait besoin pour pouvoir créer les différentes extensions et faire les revampings dont on a eu besoin par la suite. Donc il y a eu l'extension du magasin qu'on a créé pour déménager l'ancien magasin à l'intérieur et augmenter en capacité. Tout ce qui va être scrub, ça va être tout ce qui était vestiaire, pareil, qu'on a agrandi pour les nouvelles CAPA. Dans l'extension nord que nous avons créée à droite, donc, qui était celle-ci. On a fait en gros 2 grosses extensions, qui étaient celle-là, l'extension sud pour tout ce qui était magasin, toute l'extension nord que vous voyez ici, qui elle avait pour objectif d'accueillir les lignes de packaging, des nouveaux bureaux, agrandir tous les vestiaires d'entrée en zone de production ISO 8. Et donc du coup, et l'objectif d'avoir créé ces éléments-là, c'était pour gagner en production toute la zone ISO 6, qui a été, elle, toute la partie de revamping de l'ancien magasin, que vous allez voir par la suite. Donc voilà, l'ancien couloir périphérique, du coup, c'est forcément étendu. Donc ça, c'était les ouvertures qu'on a eues. Et l'ancien packaging a augmenté et s'est mis dans ce bâtiment en avril. Et le compounding qui a été agrandi, qui prend la place de l'ancien magasin en octobre 2020. Voilà. Et la washroom, forcément, qui a été agrandie également pour les besoins. Donc aujourd'hui, ça c'est un des systèmes qui est important. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on regarde, c'est un site en production et il y a 70% du bâtiment qui a été réorganisé. Donc en bas, il y a tous les éléments qui ont été réorganisés, qui ont été impactés par ce projet-là. Mais voilà, ça fait quand même beaucoup pour un site en production, de manière générale. Donc aujourd'hui, c'est sûr que quand il y a un projet comme ça, 70% du site qui est réorganisé, derrière, il fallait, là où on a été beaucoup challengé, c'était les réponses qu'il fallait qu'on apporte afin de rassurer tous ces gens. Donc on a commencé à faire une analyse de risque dont je vous sors les points spécifiques. Donc c'est vrai que les risques principaux, bon, déjà pour un site en production, c'est le shutdown de production lié aux travaux, parce que ça c'est de la perte sèche nette, et donc ça c'était le risque numéro 1. Il y avait également le besoin, vous le savez également dans l'ingénierie pharmaceutique, qu'il faut être le premier sur le marché. Le premier sur le marché fait qu'il prend en général à minima 70% des parts. Donc c'est sûr qu'il y avait également un gros point de focus sur la date de livraison. Projet qui a été livré à l'heure, hein, je tiens à le dire quand même. C'est sur un planning qu'on a bâti 3 ans et demi avant. Personnellement, ça m'a rendu fier. Ça mange pas de pain. Il y avait également tout ce qui était les gestions de flux et de production, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on repense 70% de l'espace, il va également y avoir tout ce qui va être l'interaction avec les flux existants du site, ainsi que les flux chantiers, tout le personnel qui était à gérer, etc., etc. Donc ça, c'était... Et enfin, il y avait, bien entendu, le nerf de la guerre, qui était le budget. Mais on voit qu'il apparaît en point numéro 4. C'était vraiment... ça, c'est les 4 gros drivers qui ont été mis, qu'on a fait notre one-page stratégie, qui ont été identifiés, sur lesquels on a bâti du coup la stratégie et les réponses qu'il fallait. Donc au final, il suffisait juste, c'est la conclusion, de délivrer le bon design,
les bonnes estimations budgétaires, le bon planning, sans pénaliser la production du site. Voilà, juste ça. Donc du coup, à un moment donné, le driver principal qui a été identifié, c'est la communication. C'est exactement là-dessus. Et là où on nous attendait, c'est du coup, on s'est aussi servi de la digitalisation pour y apporter des réponses. Quelles sont les réponses digitales que nous y avons apportées? Aujourd'hui, on s'est bâti, donc ça, c'est des choses, je pense, dont vous avez déjà entendu parler. Aujourd'hui, on avait acté notre stratégie sur 3 drivers, sur tout ce qui était laser scan avec la gestion de l'existant, et on va y revenir un petit peu plus tard. Tout ce qui est le Building Information Modeling, donc la maquette numérique, le modèle 3D. Là-dessus, je vais mettre également un focus vraiment sur le I. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vous disent « oui, oui, on utilise du BIM parce qu'en fait, on modélise en Revit ». En fait, il y a des gens qui modélisent. Il y a des gens qui modélisent dans un logiciel BIM, mais qui ne se servent pas de l'intelligence qu'il y a derrière. D'accord, on va y revenir plus tard. Nous, c'est vraiment un des focus qu'on a eu là-dessus. Et également, après, la réalité mixte, réalité augmentée en français, non, mixed reality en anglais, réalité mixte ou réalité augmentée en français. Et je vous expliquerai tout à l'heure hein, juste la différence qu'il y a un peu avec la réalité virtuelle, qui sont deux choses différentes. Donc la première réponse qui était le laser scanning, et effectivement les réponses qu'on voulait apporter, j'ai oublié de revenir là tout à l'heure, c'était de dire effectivement le gros avantage de toute cette digitalisation, de tous ces modèles 3D, c'est que c'est également son inconvénient, mais pour la communication c'est le plus important, c'est que la 3D tout le monde la comprend. C'est aussi son défaut qui fait que du coup tout le monde a un avis, mais au moins tout le monde la comprend. Donc du coup, la première réponse qu'on avait apportée était celle-ci. Donc le laser scanning, l'objectif, il était de capter un design existant afin de communiquer le plus possible avec les parties prenantes sans être constamment sur site. Communiquer avec les utilisateurs des impacts dus au projet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, c'est ce qu'on regardait. L'objectif, quand on regarde les différentes extensions qu'on a créées, était de regarder les différents impacts, mais également de préparer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le changement, donc également de préparer psychologiquement toute la communication interne qu'il y avait avec les... j'ai que le mot anglais, avec les stakeholders, avec les... ça va me revenir en français, mais avec les parties prenantes, les utilisateurs, en tout cas les personnes qui travaillent sur ce site-là, et quels vont être leurs impacts sur les 3 années, puisqu'au final le chantier a duré 3 ans. Ils ont dû vivre 3 ans avec ce projet. D'accord. La deuxième réponse qui a été apportée était la réponse du BIM, donc le Building Information Modeling. Je ne sais pas si tout le monde sait de quoi on parle, mais en tout cas, j'ai prévu du coup une slide un petit peu d'éclaircissement. Donc ce qu'on appelle Building Information Modeling, c'est du coup la modélisation, on va dire, d'informations du bâtiment ou la modélisation intelligente des bâtiments. Tout dépend comment on a envie de traduire le I. Et en tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est encore une fois, ça nous a permis énormément de communiquer. Là, pour le coup, de communiquer de différentes manières. Mais donc, du coup, le BIM, ce qu'il faut retenir si on désacralise tout ce que vous entendez, c'est en gros, c'est une maquette 3D qui est liée à une base de données. D'accord? C'est ni plus ni moins que ça. La grosse force, et c'est comme ça que nous, on l'a implanté, c'est que c'est la même base de données qui est présente pour tout le projet. Et tous les acteurs travaillent au même moment, au même endroit. Ça, c'était ma manière de fonctionner et l'organisation qu'on a faite pour qu'à un moment donné, on dise c'est les bonnes heures qui sont dépensées au bon moment et c'est également les bonnes forces vives qui sont au même endroit. D'accord ? Ça permet en général d'éviter du rework. Donc ça n'a rien à voir avec la stratégie digitale, mais en tout cas, c'est la stratégie humaine, puisqu'à un moment donné, si le digital faisait tout et qu'on n'avait pas d'humain derrière, je ne suis pas sûr que ça fonctionnerait beaucoup. Et enfin, avec un but qui était de construire effectivement le départ de ce jumeau numérique. Nous, derrière, donc on s'en est servi pour designer, pour visualiser, forcément pour documenter, et puis derrière, pour construire. Notre stratégie a été la suivante. Donc, pour réaliser le bon design, on a collecté les besoins, et ça nous a permis vraiment de communiquer avec les utilisateurs pour faire la différence entre les besoins et les opportunités. Qu'est-ce que les besoins et les opportunités? C'est-à-dire qu'un projet, lui, va avoir des besoins qui sont spécifiques au projet.
Et bien sûr, à partir du moment où il va y avoir des gens aussi autour d'une table, il va également y avoir enfin, ils vont saisir l'opportunité de projet pour avoir, je sais pas, des idées qui en général sont bonnes. Mais du coup, ça nous a permis vraiment de refocuser les personnes sur qu'est-ce que le besoin, quel est le besoin réel de ce projet, qu'est-ce que le projet a réellement besoin, et si tout allait bien, quelles étaient les opportunités qu'on pourrait en tirer. Donc communication avec les utilisateurs, les revues ergonomiques et la simulation logistique. Là-dessus, c'est pareil, on entend énormément de choses, mais la communication avec les utilisateurs, elle est primordiale, puisque c'est eux qui vont vivre avec. Nous, on se charge de la construire, mais là, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, l'usine, elle est qualifiée. C'est les opérateurs qui travaillent. Moi, je dis que ça a été 3 ans de ma vie. Eux, ce sera peut-être les 15 prochaines années. Donc, c'était important également d'avoir leur vision. Mais encore une fois, on ne peut pas leur demander de tout savoir. C'est-à-dire que eux, ils ont leur vision du travail là-dessus, et c'était à nous de les aider à exprimer leurs besoins, à exprimer à un moment donné ce qu'ils souhaitaient avoir dans le futur. Parce que la projection, c'est pas quelque chose qui est inné pour tout le monde. Donc on s'est vraiment servi de ça, et là, pour le coup, on était plus dans de la visualisation, mais pour le coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la 3D, tout le monde la comprend, et à un moment donné, ils sont jamais rentrés dans cette salle en se disant « Ah ouais, en fait, c'est ça qu'on nous a fait ». Non, non, ils savaient très bien du départ ce qui avait été fait. Une fois qu'on a dit ça, donc du coup, on a pris tous les besoins utilisateurs. On avait, nous, la team projet et avec le client, on a mis également les différents drivers dedans, et ce qui nous a sorti un layout. Sur ce layout-là, on voit bien qu'il y a, vous l'avez vu tout à l'heure, etc. Et donc il va y avoir toutes les parties qui étaient greenfield. Donc greenfield en anglais, c'est tout ce qui est construction neuve, donc la partie extension. D'accord. Et il va y avoir tout ce qui va être la partie revamping. Donc tout ce qui est revamping, donc travaux à l'intérieur de l'existant, démolition dans l'existant, etc., etc. Une fois que du coup on a eu le layout dans le modèle BIM, donc dans cette base de données, on y a intégré également tout ce qui était les besoins de production du site, parce que bien sûr, il ne doit pas s'arrêter, puisque toute journée perdue était X millions d'euros de chiffre d'affaires en moins. Et derrière, donc du coup, ces besoins-là nous ont permis de sortir le différent phasing. Donc avec les extensions nord, extension sud, step 1, step 2, différentes phases qui vous ont été expliquées tout à l'heure sur la vidéo 3D. Par la suite, du coup, une fois qu'on s'est mis d'accord sur un layout, sur un phasing, on est allé un petit peu au-delà au niveau des zones techniques. Et l'objectif, il était également de donner la bonne stratégie de space management. Donc pareil, c'est-à-dire que toutes les besoins de la maintenance, les besoins d'utilités des équipements, de process, avec les différentes stratégies et les différents workshops, les revues ergonomiques nous ont donné notre revue, donc en fonction de tout ça, nous ont donné notre stratégie de space management. Celle-là, elle est importante parce qu'aujourd'hui, dans le BIM, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on a de moins en moins de temps pour faire les projets. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on a les questions fondamentales auxquelles on doit apporter une réponse, on les a de plus en plus tôt dans un projet. Et c'est des questions qui sont lourdes de conséquences, puisqu'en général, elles donnent une direction, elles donnent un axe, et c'est compliqué de revenir en arrière dessus. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de plus en plus d'informations tôt dans un projet pour pouvoir prendre la bonne décision, pour accompagner le client à prendre cette bonne décision. Et donc du coup, ça va également dans l'objectif de ne pas perdre de temps en chantier, parce que pour ne pas perdre de temps en chantier, c'est pareil, il faut éviter l'ETS et le rework, le retravail. Donc du coup, l'objectif était vraiment de donner cette stratégie space management très tôt, donc ce qu'on va appeler pré-synthèse en français, pour qu'à un moment donné, quand on drive les différents sous-traitants et différentes usines, elles savent où on veut aller, elles savent où on y va, et donc du coup, à un moment donné, ça donne une relation aussi de confiance, et cette confiance, c'est elle qui fait qu'à la fin, un projet est une réussite ou pas. Et enfin, donc du coup, c'est ce qu'on s'est dit, donc la stratégie BIM, c'est ce qu'on avait mis, donc une fois qu'on a mis les besoins utilisateurs, la stratégie space management,
les stratégies des différents users, les besoins du site de production, les besoins de la team projet, les inputs, nos inputs à nous aussi, puisqu'on a été sollicité et qu'on a fait notre stratégie de construction. On en a du coup sorti le bon quantitatif, donc qui nous ont aidé à avoir les bonnes estimations budgétaires, le bon design, et derrière on s'en est servi pour sortir le bon planning. Donc voilà aujourd'hui comment on s'est servi et quelle réponse digitale on a apporté. C'est effectivement, ça enlève pas le management de projet derrière, etc. Mais en tout cas, c'était un support, et c'est la réponse digitale apportée aujourd'hui. Et donc, du coup, une fois qu'on a fait ça, on a fait les cahiers des charges, on a lancé les consultations, on s'est mis d'accord avec les entreprises, etc., etc. Et maintenant, donc là, c'était tout ce qui était digital, et maintenant, on attaque la vraie vie. Et là, encore une fois, la question, elle était de se dire, bon, c'est bien, on a fini notre DD, notre DD, on attaque la phase de construction, mais on a travaillé 1 an et demi en amont, voire un peu plus. Comment est-ce qu'on amène cette maquette numérique sur site? Comment on amène toutes les informations qu'on a capitalisées sur site? Parce que ça, il faut aussi l'avoir. C'est-à-dire que dans la vie d'un projet, on voit passer énormément de personnes. Toute personne qui revient sur un projet, forcément, a aussi des idées, hein, ou en tout cas, de toute façon, a forcément des idées ou des choses à dire. Moi, j'ai la chance de l'avoir suivi depuis la phase d'esquisse, donc depuis la phase de conceptual design. Donc du coup, ça permet aussi d'être un garde-fou, ou en tout cas d'apporter des réponses aux questions que les personnes se posent. Mais l'idée, elle était de se dire, bon, bah voilà, les personnes sur site, comment on amène tout ça, la maquette numérique et surtout le I du BIM, comment est-ce qu'on ramène ces informations qu'on a capitalisées sur site? Donc la réponse qu'on a apportée, c'était ce qu'on appelle la réalité mixte. Donc aujourd'hui, la réalité mixte, là-dessus, on a travaillé avec une start-up française en partenariat là-dessus. Donc c'était un partenariat tripartite avec Allergan et nous Pharmaplan, et la start-up française s'appelle BIM My Project. Du coup, qu'est-ce que la réalité mixte? En fait, la réalité mixte, c'est ce qu'on dit par rapport à la réalité virtuelle. Pour faire simple, dans la réalité virtuelle, vous mettez des lunettes et vous êtes en gros dans la maquette 3D. Vous êtes dans le modèle 3D et c'est quand vous bougez les joysticks, la maquette 3D qui tourne autour de vous. Vous ne vous déplacez pas. D'accord? C'est la maquette qui travaille. Dans les réalités virtuelles, en fait, on superpose les maquettes 3D dans l'environnement réel. C'est-à-dire que du coup, dans cette pièce-là, on mettrait les Google Glass et on verrait ce qu'on a envie d'y construire. Donc ça veut dire que si on s'avance dedans, on avance nous dans la maquette. D'accord? C'est ça la différence entre les deux. Okay, donc en gros, c'est un hologramme des maquettes numériques qui se superposent à la réalité. Donc là-dessus, il y a eu 2 interfaces pour gérer tout ça. Les interfaces, il y a d'abord eu une plateforme web où l'utilisateur retrouve l'ensemble des maquettes qu'on a fait en synthèse à travers un viewer dynamique qui est géré sur Autodesk Forge, et il retrouve les résultats de l'immersion à réalité mixte qu'il peut exploiter en fonction ou exporter en fonction de ses besoins. Donc ça, pour le coup, c'est-à-dire que ça, c'était BIM My Project qui gérait ça. Les maquettes de synthèse leur étaient envoyées, ils avaient découpé, etc. Ils géraient cette interface-là et ils mettaient du coup à disposition, accessible depuis un ordinateur ou une tablette ou autre, la deuxième interface qui était l'application HoloLens. Donc du coup, là-dessus, cette application HoloLens, elle est liée à la plateforme et elle permet de visualiser et interagir avec les maquettes sur le chantier. Donc là, c'est ce qu'on voit à un moment donné. Et derrière, est-ce que j'ai peut-être une vidéo ou pas? Je vais voir après. Donc en fait, aujourd'hui, il y a donc la plateforme web. La plateforme web, c'est celle qu'on retrouve ici. D'accord? Donc c'est les différentes interfaces. Donc on voit les différentes maquettes, etc., etc. Mais par contre, en fait, elle est reliée également avec les HoloLens qui sont sur site et derrière nous permettent de sélectionner les différents objets avec ce geste-là. Donc voilà, pour lui dire, pour communiquer avec et donner ces infos à cette plateforme-là. Ok, donc ça, c'est ça son vrai rôle, je trouve, en tout cas,
sur une première step. Donc, de nouveau, l'application BMP Connect, donc de Beam My Project, s'inscrit dans le cycle de vie du jumeau numérique. Donc du coup, c'est ce que je vous ai expliqué, il y avait toute la phase d'études avec les BIM, les maquettes numériques, etc. Donc l'objectif des études, c'était de transmettre la synthèse sur site, donc passation des études au CM, donc au manager de chantier, construction manager. Et les objectifs chantiers, ils étaient éviter les erreurs de l'exécution de l'ouvrage et la conformité de la construction par rapport aux documents visés. Aujourd'hui, c'est pareil, c'est-à-dire qu'un des avantages, c'est que quand la personne vient poser ces différents éléments, au départ, très vite, on sait si c'est bon ou pas bon, ou et si c'est pas bon, est-ce qu'il va y avoir un problème avec ce qui vient par la suite ou pas. Et là, encore une fois, on en vient à la 3D, tout le monde la comprend. C'est-à-dire qu'au départ, la première fois, les gens de chantier se marraient quand on se baladait avec ce casque. Mais mais quand on lui a dit là t'es pas bon, ça l'a au départ moins fait rire, mais après très vite ça l'a rassuré aussi. C'est-à-dire que c'est facile de déplacer un organe qui vient d'être posé. C'est beaucoup plus compliqué 3 semaines après. Et c'est surtout une fois qu'on a discuté avec eux de dire là t'es pas bon, regarde. Et ben là c'est ou alors on est vraiment de très très mauvaise foi et on dit bon non je comprends pas, mais globalement parlant il y avait peu de personnes de mauvaise foi on va dire. Et oui, elle regardait. Et après, on se disait, c'est là où on pouvait prendre la stratégie et aussi la décision de dire, mais bon, en même temps, là où tu t'es posé, on voit que par la suite, il ne va rien avoir. Ça ne remet pas en cause du coup la stratégie. Donc, OK, on peut choisir de l'avoir. Par contre, on sélectionne et on dit, pensez à le mettre à jour pour le TQC. Donc, ça, c'était vraiment le vrai objectif, d'accord ? On n'est pas arrivé jusqu'à tout ça, mais c'était ça l'objectif, et c'est comme ça qu'on a interagi un premier temps. Je viendrai après avec les plus et les moins. Et enfin, les objectifs en phase d'exploitation, c'était de faciliter les opérations d'exploitation et de maintenance. C'est-à-dire que pourquoi Allergan, à un moment donné, en tripartite, s'est dit ouais, on va aussi aller là-dedans, alors que potentiellement, c'était aussi eux qui sortaient un billet. C'était parce qu'à un moment donné, eux, ils envoyaient un moyen de communiquer également avec les différents opérateurs, avec le board, etc., etc. Mais deux, c'était aussi de se dire, ah ouais, mais si on continue l'exploitation de ce jumeau numérique, potentiellement, quand on est en maintenance, on peut se dire, alors qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ce faux plafond? Alors ma vanne, je sais qu'elle est là, par exemple. C'est vraiment là où il se disait, on peut y avoir un élément. Donc là, c'est pareil, c'est-à-dire on ne part pas de rien à de la GMAO en une step. Mais par contre, c'était un des éléments là. Et donc, du coup, forcément, centraliser l'information pendant toute la vie du projet. En tout cas, ça, c'était les différents objectifs. Derrière, du coup, c'est ce qu'on voyait derrière. Quand on était sur site, il y avait ce qu'on appelle le parcours utilisateur. Donc, au départ, on charge les différentes maquettes sur la plateforme en fin de synthèse. Bien sûr, il y a la possibilité de les mettre à jour. Sur site, il y a une mise en place des hologrammes. On visualise les hologrammes dans la réalité. On analyse les résultats sur la plateforme. Et derrière, on peut faire l'extraction des résultats sous forme de rapport. Là, c'est ce qu'on voit dans un exemple. Donc, on voit qu'à un moment donné, on a sélectionné l'objet. On peut communiquer avec cet objet-là. Alors, à nous de mettre les différents éléments qu'on veut. Et derrière, on va avoir les éléments. Donc là, on voit les objets qui se superposent. Donc là, qui se superposent mal, machin. Mais par contre, derrière, c'est ce qu'on avait dit aussi. Bon, elle est un peu décalée, mais elle ne mettait pas en péril le reste. Donc du coup, on l'avait laissé sur place. Mais par contre, ça permet de mettre une efficacité dans les visites. Le cas concret, donc du coup, qui a eu lieu sur Allergan, je vais voir, je dois avoir j'ai peut-être une vidéo qui est alors d'un peu mauvaise qualité, mais qui est prise dans les HoloLens. Et juste pour qu'on se rende compte. Donc là, vous voyez comment ça marche. Je vais vous expliquer un peu. Donc là, on voit que les hologrammes, enfin, on voit ou on voit pas, mais en tout cas, les hologrammes sont superposés par rapport à la vraie réalité. Le point bleu, c'est le point que vous avez, vous, de là où vous regardez. Donc c'est vrai qu'au départ, il faut juste avoir un... Ça demande un petit coup de main, parce qu'au départ, on regarde avec les yeux, puis à un moment, il faut regarder avec la tête. Mais bon, ça se fait aussi. Et là, vous voyez, à chaque fois que le point bleu passe au-dessus des différents objets, on peut y aller également en surbrillance. Ils viennent en surbrillance, ça veut dire qu'on peut communiquer avec eux. D'accord ? Donc ça, c'était le truc. J'ai continué la vidéo.
Donc voilà, on regarde, on voit que les charpentes sont bien posées par rapport. Donc là, vous voyez bien l'hologramme qui se superpose à la charpente. Donc voilà, c'est bon. Et là, on voit les différents éléments. Là, voilà. On va voir. Là, on voit ce qui a été posé, on va dire, dans la vraie vie, ou en tout cas, on le devine, et l'hologramme qui superpose par-dessus. Ici, on devine également le piquage qui a déjà été mis, mais qui s'arrête là, et théoriquement, la gaine qui doit continuer plus loin. D'accord, Ici, on le voit également, l'hologramme avec la gaine qui se superpose. Donc ça permet, ça, également, de faire... Donc là, c'était un exemple qu'on a fait ensemble. Donc vous voyez, les objets arrivent en surbrillance. Et ici, potentiellement, on voit que le piquage n'était pas forcément au bon endroit, ou ce coude-là, celui-là devait être bon. Voilà, et il est où? Voilà, donc là, vous voyez les hologrammes qui se superposent. Alors, c'est pris sur les Google Glass, donc c'est pas une grosse qualité, mais c'est juste pour vous donner une idée. Là, vous voyez là où s'arrête la gaine, là où elle doit aller par la suite. D'accord? Et ça permet derrière, quand on va cliquer dessus, si on choisit de cliquer dessus, hop, voilà, on arrive, on interagit, et là, un menu apparaît. Et dans ce menu-là, voilà, nous, on avait juste mis 2 points parce que ça ne servait à rien de s'en mettre trop, c'était la première fois qu'on utilisait. Dire OK pour nous en exe, ou en gros, ça a été checké. Ou alors, ou alors, attention, il y a un point de vigilance à avoir. Voilà la manière dont on peut communiquer. Donc ça, c'était la réponse digitale qu'on a apportée avec la réalité augmentée. Du coup, bien sûr, quand on lance là-dedans, quels étaient nos objectifs à nous? Nos objectifs à nous, donc, pour le Construction Manager, c'était vraiment d'avoir la passation des données d'études de synthèse sur le site. Parce que ça, en général, il y a toujours un trou dans la raquette. Donc ça, c'était le premier élément. Et le deuxième élément, ça lui permettait de la réactivité entre les écarts d'études et la pause. Ça, c'est vraiment important. Parce que honnêtement, décaler quelque chose quand il vient d'être posé, c'est très facile. Décaler quelque chose 3 semaines après, 4 semaines après, voire un mois après, le jour où il y a le clash, par exemple, qui survient, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà parce que ça amène de la tension. Ça amène de la tension, donc ça veut dire décision rapide. Décision rapide dans l'urgence avec la tension, c'est des risques de prendre des mauvaises décisions également. D'accord. Mais en tout cas, donc ça donne un certain confort. Et on sait très bien que le confort qu'on donne, on le gagne d'une certaine manière également en sécurité chantier. C'est mon avis, hein, c'est mon expérience, mais en tout cas, voilà. WPO, c'est ce qu'on appelle Work Package Owner, donc c'est ce qu'on pourrait appeler le chargé de l'eau. D'accord. Donc l'efficacité de la visite de chantier, parce que c'est pareil, c'est-à-dire qu'il va y avoir tout ce qui va être stratégie transverse, tout le management transverse qui lui est géré, donc qui était géré par moi, la cellule de synthèse et le coordinateur de chantier, et eux étaient là en support pour voilà, de temps en temps passer sur site pour s'assurer que ça correspondait bien aux règles de l'art au niveau de la pose. Donc du coup, c'est vrai que ça leur permettait tout de suite de savoir où est-ce qu'ils devaient aller chercher ce qu'il y avait. Et localisation et mise en place des équipements. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on n'est pas 100% du temps sur site, sur un projet, etc., il y a des fois, on se dit, bon, on arrive, on se dit, bon, où sont les éléments que j'ai à checker? Et le fait de checker uniquement sa maquette, de le mettre en superposition, ben, au final, il savait tout de suite où aller. Donc il y avait aussi cette réactivité-là. Et enfin, pour le Project Manager et l'Engineering Manager, nous, c'était ce qu'on voulait se dire, c'était potentiellement, on pouvait avoir la gestion de l'avancement par tout le monde. Parce que vu qu'il y a une seule base de données, et elle est entrée par plusieurs personnes, c'est-à-dire que le chef de chantier, quand le soir, il faisait son tour, il pouvait être sélectionné en disant « ouais, là, c'est bien posé, là, c'est bien posé, là, c'est bien posé ». Et on pouvait se dire « ok, chaque maquette a, je ne sais pas, 20 000 objets, j'en sais rien, ou 10 000 objets ». Et derrière, le fait d'avoir sélectionné ces objets qui ont été posés, ça permettrait, je dis ça permettrait parce qu'on n'a pas réussi à le gérer comme ça, mais c'était un objectif, en tout cas c'est l'objectif pour la prochaine fois, mais ça permettrait au final de faire un avancement en temps réel. D'accord. Et enfin, ça permet le gros avantage, c'est que ça garantit la maîtrise de la conception dans l'étude.
Et la communication lors des visites de sites clients, c'est-à-dire qu'effectivement, quand les gens visitent et qu'il y a seulement une partie qui est construite, ça permet de dire, OK, ouais, là, il y a la première partie, mais par contre, par la suite, il va y avoir également ça. En tout cas, cette partie-là, elle sert à ça. Après, on en vient aux avantages et inconvénients. Les gros avantages, pour moi, c'est la maîtrise de l'étude jusqu'à la réalisation. C'est-à-dire que ça, c'est indéniable. Et celui-ci, on y arrivait, c'était le premier objectif. Et celui-là, il est top. Il y avait ensuite l'anticipation des écarts. C'est les exemples que je vous donnais. Cela également, on y est arrivé. Et c'est des gros points qu'il y avait. Ça permet du coup d'avoir moins de sollicitations donc SM c'était Space Manager ou coordinateur de synthèse des EM de la part du management de chantier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il avait 95% des réponses sous les yeux. Donc ça permettait également de ne plus avoir cet élément, surtout que les gens ne sont pas toujours sur site. Donc, voilà. Et enfin, il y avait la transmission de la vue globale. Ça, j'en viens toujours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le chef de chantier, il arrive pour la construction. Il n'a pas fait les études en amont. Et en général, sur un projet comme ça, se prendre tout le package et comprendre le pourquoi du comment, on va dire en 2 semaines ou en 3 semaines au départ, c'est toujours compliqué. Donc ça lui donne une vue globale dès le départ. Dès le départ, il sait se dire, OK, lui, il est bien, lui, il n'est pas bien, lui, il est à la rue, etc. Et je mets surtout au départ, parce qu'effectivement, là-dessus, il y a un point qui est assez drôle, c'est que autant on l'a beaucoup utilisé au début, ce qui est normal, mais une fois plus on avance dans la construction, plus au final la vraie vie prend le pas sur la réalité, plus on va dire les réponses aux questions qu'on se pose sont réellement sous nos yeux. C'est-à-dire que on l'a utilisé réellement sur les premiers mois de chantier, puis au fur et à mesure de l'avancement, et ce qui est logique, on l'utilise de moins en moins, puisque au fur et à mesure de l'avancement, on en a moins besoin, voire plus besoin. Mais pour le départ, ça rassure vraiment et ça donne vraiment des bons départs. Ça, c'est vraiment top. Et enfin, ça, c'était un des avantages qu'on peut voir par la suite, c'est la transmission des DO à l'exploitation maintenant. C'est-à-dire qu'en théorie, là encore, je dis en théorie parce que nous, on n'y est pas allé jusqu'au bout, puisqu'aujourd'hui, la maquette, elle est faite de manière ouverte, mais elle n'est pas... on est en cours avec eux de définir une stratégie pour leur exploitation derrière. Mais aujourd'hui, l'objectif, il était de dire, effectivement, quand on fait la visite et l'efficacité de la visite, vu que tout le monde renseigne la même base de données, ce qu'a vu le chef de chantier, eh ben, si on se balade et qu'on voit que tout est vert, on ne va pas regarder ce qui est vert. Enfin, ou alors on peut le regarder et se dire, ouais, c'était chouette, mais dans l'idée, l'efficacité, elle permet d'aller en se disant, OK, il n'a pas mis son nez là-bas, moi je vais y aller le mettre. Donc ça, je trouve que c'était important. Les points négatifs ou inconvénients, pour moi, il y en a, ouais, voilà, il y a on va dire ceux que j'ai listés là. Le premier élément, c'est que c'est lié à Microsoft. Parce que c'est Google Glass, et je sais que là, ces 2 dernières années, ils voulaient sortir une version supérieure, donc du coup, pour créer le besoin, ils ont arrêté la production des versions 1, etc., etc. Donc du coup, c'est quand même lié à leur business model. Donc ça, c'est, je veux dire, en termes d'analyse de risque, nous, au final, on a dit, bon, bah, là, on en a une paire, donc ça va bien, mais à un moment donné, le client en voulait plusieurs, et on ne pouvait pas en avoir. Non, c'est pas Google Glass, pardon, c'est Microsoft, ouais. Je dis Google Glass, mais non, c'est Microsoft. Donc c'était celui-ci. Ensuite, il y avait le positionnement de l'origine. Aujourd'hui, ça c'est la vraie remontée que je leur ai faite à la start-up avec laquelle on a bossé, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas intuitif. Je prends toujours la différence où à l'époque, il y avait les premières tablettes ou les premiers smartphones, enfin avant, on va dire, les smartphones, où c'était pas intuitif, fallait être un peu calé dans l'informatique pour comprendre comment fonctionnaient ces premiers téléphones. Et après, le smartphone est arrivé et est devenu intuitif et on le donne aujourd'hui à un enfant et il sait comment ça marche. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que du coup, ça demandait de mettre le casque, ça demandait d'aller, ça demandait de positionner la maquette aux bons endroits, etc., etc. Ce qui fait que si on ne le manipulait pas tous les jours, c'était pas intuitif. Et donc, du coup, il y a un moment donné où les gens se disaient, bon, au bout de 5 minutes, quand ils n'arrivaient pas à le faire, ils se disent, bon, bah tant pis, je vais le faire
je vais le faire à l'ancienne, quoi. Donc ça, c'est vraiment pour moi le gros point négatif. L'élément ensuite de devoir la repositionner, voilà, pareil, tous les 20 mètres. Donc moi, ce que j'aurais dit, je fais, si vous trouvez une solution qui géolocalise ou qui met des barrières, etc., c'est un, le mieux. Et deux, le problème de repositionner continuellement, c'est-à-dire de positionner, c'est-à-dire qu'au départ, on a des points. Et donc ces points-là, au départ, on avait pris le parti de les mettre sur la charpente. Seulement une fois que la charpente est recouverte, il devait nous remettre d'autres points avec les éléments qu'on avait donc sur les cloisons, etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, il n'y avait pas ce temps réel, il n'y avait pas ce truc qui fait que je les pose, je les mets et je suis dedans. Il y avait je les pose, je regarde, je les mets. Potentiellement, j'ai du mal, donc je demande l'aide de quelqu'un. Donc ça, aujourd'hui, c'est pour ça. Mais on le savait, hein, c'est le début, c'est le truc. Donc il y a eu ce truc-là. Et enfin, l'autre élément dont je disais, c'est la nécessité absolue d'avoir une maquette de synthèse à jour. C'est qu'à un moment donné, on le sait très bien, la synthèse, il y a la construction qui avance pendant que la synthèse continue d'évoluer au fur et à mesure avec les lots, etc. Donc, moi, c'est ce que je dis tout le temps. Aujourd'hui, de manière générale, dans le monde, on est en BIM 2. Ça veut dire que c'est de la maquette liée. Ça veut dire que tout le monde ne travaille pas sur la même base de données. Notamment en France, on a la joie encore de complexifier les choses avec la loi MOP et tout ce bordel. Donc du coup, il n'y a pas ce temps réel de dire, ok, les gens ont bossé, etc. C'est visé par la synthèse et donc du coup, c'est tout de suite sur mon chantier. Ça passe encore par c'est visé. Je l'envoie parce qu'en France, on aime bien les visas, les trucs, les signatures, les protocoles, enfin tout ce qui fait perdre un temps fou. Ce qui a un gage de sécurité aussi, mais pour le coup, où on ne s'approche pas de cette réalité, cet élément. Donc ça, c'était un des points négatifs. Mais enfin, donc du coup, et c'est là où j'arrive à la fin de ma présentation, l'objectif, il était potentiellement les 3 réponses digitales qu'on a faites, c'était c'était surtout ça, c'était délivrer ce qui est attendu. Donc là, on a différents éléments de photos, d'éléments entre la conception, la vraie vie, etc. Donc voilà, donc ce qui fait que pour nous, ça a été une réussite. C'est pas parce que tous les objectifs qu'on ne s'est pas fixés au départ, parce qu'il faut savoir être ambitieux. Je dis toujours, il faut viser l'impossible pour obtenir le meilleur du possible. C'était l'objectif là-dessus. Et au final, le meilleur du possible, c'était tenir un délai, délivrer ce qui était attendu. Donc voilà. Voilà la fin de la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Enfin, en tout cas, c'est votre moment du spectacle. Alors la question, pardon, c'est est-ce que c'est le client qui nous a imposé de travailler avec Be My Project? Non. Non, c'est nous qui avons amené Be My Project au client. C'est-à-dire de dire, nous aujourd'hui, effectivement, ça c'est une solution. À un moment donné, on est une ingénierie. Il y a des éléments où on s'associe avec des partenaires. Ça a été un partenariat avec Be My Project pour amener cet élément-là. Oui. Oui. Donc là, donc pour ceux que ça intéresse, donc je disais, ouais, c'était les 3 dernières années de ma vie, ça. Du coup, là, je suis reparti sur un autre projet, un gros investissement. Je ne peux pas dire encore le nom du client, mais qui, on va dire, dans la région. Maintenant, les régions sont vastes, donc on va dire Auvergne-Rhône-Alpes. Là, je me mouille pas du tout, non, mais qui sont anciennement dans l'Auvergne. Donc voilà, où on a fait, donc pareil, où j'ai suivi donc tout de suite après ça. J'ai repris à partir de l'APD. Aujourd'hui, on est pareil sur un gros bâtiment de 1800 mètres carrés. On est dans à peu près dans le même ordre d'invest là-dessus. Et oui, c'est un des éléments où aujourd'hui on se dit que ce serait bien, ouais. La problématique, ouais, elle est en termes de surface, en termes de puissance des lunettes. Donc du coup, c'est un peu de regarder également avec les nouvelles versions comment ça va amener. Et encore une fois, hein, c'est une jeune start-up. Hein, ils étaient
3, etc., ils commençaient. Donc on savait aussi que eux, le partenariat les intéressait parce qu'ils savaient aussi très bien que nous, on allait leur faire leur montée. Et nous, aujourd'hui, et ça, c'était un des... C'est pour ça que ça a bien marché aussi, hein, c'est que les objectifs tripartites qu'on s'est donnés étaient des objectifs qui étaient... qui étaient pas forcément... Enfin, il n'y avait pas un besoin de résultat. C'était tout le monde était d'accord pour payer pour voir, entre guillemets, et de se donner des objectifs. Allez, ça, c'était important aussi dans ce partenariat-là. Ce qui fait que nous, au départ, on s'est mis aussi beaucoup d'objectifs et on s'est dit, on va déjà se focaliser sur les trucs qui nous permettent de tenir nos objectifs principaux, c'est-à-dire délivrer le bon design et le délivrer à temps. De rien. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Alors, plus simple, quand on dit plus simple, ça veut dire plus petit? Bâtiment neuf, oui. L'intérêt, c'est ce que je dis aussi, hein, ça donne toujours. Bâtiment neuf, oui, ça a également l'intérêt puisque à un moment donné, on donne la vision qui a été faite en synthèse ou la vision qui a été faite pendant l'étude au niveau du chef de chantier. Donc, encore une fois, on est dans l'anticipation du futur problème. Donc oui, pour moi, c'est un intérêt dans le bâtiment neuf aussi. Et encore une fois, au départ, c'est un début de technologie, etc. Et pour moi, le vrai gain, il a été vraiment sur les premiers mois. Sur les premiers mois de début pour être sûr de se dire, OK, ouais, on construit bien au bon endroit, où lui, il est venu poser, il a bien posé au bon endroit, ce check-là. Après, à partir du moment où la vraie vie prend le pas sur le numérique, parce qu'à la base, on construit quand même une usine pour qu'elle tourne, enfin, donc, on l'a moins utilisé, ce qui est logique, puisqu'on avait les réponses sur site. Ouais, là aujourd'hui, donc nous, l'objectif à l'Ergan, nous, on leur a amené, on va dire, la première step de l'industrie 4.0. C'est-à-dire que sur Pegasus 3, ils ont fini avec une maquette ouverte, d'accord, avec tous les éléments. On a fait le cahier des charges BIM qui allait bien aux différentes entreprises, d'accord. Encore une fois, en bonne intelligence, c'est-à-dire qu'on n'a pas demandé ça à des gens qui aujourd'hui n'ont pas même de BIM manager ou de stratégie claire. Donc là, aujourd'hui, l'accompagnement qu'on fait également en parallèle est de définir, un, leur stratégie interne, là où est-ce qu'ils aimeraient aller, et deux, ensuite définir les différentes steps pour aller vers cet endroit-là. Si c'est bon pour tout le monde, je vous remercie, puis je vous libère. Au revoir.